Le journal de l'économie, c'est avec Myriam Mascarello. Bonsoir Myriam. Bonsoir Raphaël. Et on commence avec la deuxième session de négociation en vue d'un accord transatlantique, autrement dit entre l'Union européenne et les États-Unis. Des discussions qui ont donc démarré à Bruxelles. Il faut dire que l'enjeu est de taille et en tout 40% du commerce mondial est concerné. C'est vrai que ce sont deux énormes puissances économiques, bien sûr, qui reprennent donc des négociations qui avaient commencé l'été dernier, qui ont été interrompues et retardées d'ailleurs par le shutdown, la paralysie de l'administration américaine. Donc là, cette semaine, c'est reparti à Bruxelles pour une semaine, avec pour objectif de boucler ces négociations à la fin de l'année 2014, mais rien n'est moins sûr. On verra si les négociateurs y arrivent. Donc le but, évidemment, c'est de faciliter les échanges, d'accélérer les échanges commerciaux entre ces deux géants. Alors c'est plutôt les droits de douane en fait qui comptent maintenant, parce qu'en moyenne ces droits de douane ils sont de 3% entre les États-Unis et l'Union européenne. C'est plus un travail d'harmonisation de législation. Énorme en fait. Qui est absolument énorme, effectivement. Non, les normes. Mais il est énorme. Et les normes sont énormes. Oui, les normes, absolument. Des normes, par exemple, de protection des consommateurs, des normes de protection de l'environnement, des normes de protection des épargnants. Enfin, toutes ces normes qui sont à la fois économiques et puis le fruit d'un système culturel aussi. Donc c'est vrai que c'est énorme, c'est un travail énorme. Et que si ce travail était effectué, bien d'après des experts divers et variés, plusieurs sources, l'Union européenne en retirerait un gain de 119 milliards d'euros par an de cet accord, et les États-Unis 95 milliards d'euros par an, avec à la clé évidemment beaucoup de création d'emplois. Donc on suivra avec beaucoup d'attention ces négociations toute la semaine, et à la fin de la semaine, on devra d'ailleurs en savoir plus, parce que les chefs des négociateurs communiqueront en fin de semaine avec la presse et donc avec le public. Alors le commerce transatlantique, il ne concerne pas une autre grande puissance de la planète, la Chine, qui elle planche sur ses réformes économiques dans les mois à venir. Une réunion a eu lieu à huis clos, là où tous décident, au siège du comité central du Parti communiste, et elle va durer 4 jours cette réunion. Oui, à huis clos, vous l'avez dit, donc on est vraiment loin là de la transparence. Au programme, on le sait, c'est de changer le modèle économique chinois, qui était toute exportation, basé vraiment sur l'exportation, pour construire un marché intérieur. Le but, c'est de se mettre à l'abri, notamment des crises internationales et des soubresauts des autres pays. Alors, le but aussi, c'est de ne pas tuer la croissance chinoise. Actuellement, on devrait finir sur 7,5% de croissance pour 2013, qui est quand même le chiffre le plus bas depuis presque 14 ans. Sachant qu'en Chine, pour créer de l'emploi, il faut une croissance de 7,2%. Donc on est vraiment juste au seuil de la création d'emplois. Alors il y a pas mal de réformes attendues, mais la plus grande d'entre elles, ce serait de faire plus de place au secteur privé. Ça, c'est une revendication d'ailleurs des patrons chinois. Regardez ce reportage. Wang Ying a été la patronne d'un fonds d'investissement de plus d'1 milliard d'euros basé à Pékin. Aujourd'hui, elle a quitté son poste pour se consacrer à la politique économique de son pays. Un défi risqué, mais elle a un objectif, permettre aux entrepreneurs chinois d'obtenir un plus grand rôle dans cette économie dominée par l'État. Dans ces circonstances, il importe peu que je sois entrepreneur, un consommateur ou un citoyen normal. Je ne peux pas accepter le manque de progrès dans les réformes lancées par des dirigeants autoritaires. Donc je dis non. Car les entrepreneurs chinois peinent à s'imposer au sein d'un système vampirisé par le secteur public. Énergie, acier, banque, télécommunications ou encore aéronautique, ce sont les entreprises d'État qui ont le monopole. En 2009, leurs actifs représentaient 61,7% du PIB du pays. Ces groupes sont très puissants, ils détiennent de très importantes sources de capitaux, des terres et beaucoup de privilèges aussi. Donc le secteur privé peut difficilement rivaliser. Il y a peu de chances que cette situation change. Le Parti communiste chinois est actuellement réuni en sommet et devrait fixer le cap des réformes économiques. Gare à ceux qui s'y opposent. Tang Cheng-ji, un promoteur immobilier, est exécuté. Le milliardaire Charles Tsu, lui, a été emprisonné. Quoi qu'il en soit, le parti devrait permettre aux entrepreneurs d'accroître très sensiblement leur place au sein du système. D'après le China Daily, les firmes privées devraient être autorisées à prendre entre 10 et 15% des parts des entreprises publiques. Ce 11 novembre, qui était férié dans la majeure partie de l'Europe, ça ne vous a pas échappé. Myriam, pour autant, les places financières étaient, elles, ouvertes. Oui, mais en petite forme, on va dire, vraiment à petit débit. Regardez la séance en Europe, faible volume d'échanges avec une tendance dans le vert. Paris a clôturé, a fermé à 0,70% au-dessus du zéro, plus 0,70%. Francfort, plus 0,33%. Londres, plus 0,30%. Et aux États-Unis, la tendance pour l'instant est en très légère hausse. Et là aussi, c'est le Veteran Days, donc c'était un jour demi-férié aux États-Unis.
Et puis au Royaume-Uni, la famille Windsor, c'est plus que jamais une marque qui se vend bien. Dernière en date, le petit dernier de la famille, George, le fils de Kate et William, qui sera en rayon, figurez-vous, pour Noël. Et oui, c'est une marque allemande, la Zapf Création, ça s'appelle comme ça, qui a donc fabriqué un baby George. Il l'a fabriqué en Chine toutefois. Donc c'est un poupon qui n'est pas vraiment à l'effigie du prince royal pour peut-être justement ménager un peu cette famille, mais qui a un pyjama avec un joli petit drapeau, vous le voyez, et un petit prénom, George, gravé, brodé sur ce pyjama. Donc attention, c'est vraiment pour les Happy Few, c'est une édition limitée. Il y a 5000 exemplaires en tout, 54 €, presque 50 livres. Alors c'est... Là, l'image que vous voyez, c'est toyshop.com, sans vouloir faire de publicité. Sinon, vous avez Tesco ou John Lewis au Royaume-Uni qui va commercialiser. Sachez effectivement que la marque Famille Royale se vend bien, puisque ça a pu rapporter cet été, par exemple, 280 millions d'euros aux commerçants britanniques. On attend à présent le pyjama du prince Charles. Merci Myriam, c'était le journal de l'économie. Voilà, restez avec nous, on se retrouve dans un instant pour la suite de Paris Direct avec cette nouvelle, le seuil de 10 000 morts qui est atteint selon l'ONU dans la seule ville de Tacloban aux Philippines. Le bilan d'ensemble devrait donc être beaucoup plus lourd.